Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 9e Week Talk de ES Community où nous allons ensemble préparer la prochaine release de Node.js qui va être 12.9.0. Alors pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment est organisé le dépôt Node.js. Donc en fait, toutes les pull requests qu'on reçoit en général, elles sont faites vers la branche master, qui est la branche par défaut. Et normalement, aucun commit va arriver dans une release directement à partir de la branche master et ils vont tous devoir être cherry pick par l'équipe de release et en fonction des différents critères qu'on a, que ce soit LTS ou la release current, ça va être plus ou moins compliqué d'avoir des commits dans une release ou pas. Tous les 6 mois, Node.js prépare une release majeure et celle-là elle est créée à partir de la branche master en octobre et en avril de chaque année. Donc aujourd'hui on va faire une release pour la version 12. Donc il n'y a aucun critère particulier pour mettre des commits dans la version 12 à part qu'ils ne doivent pas être majeurs, ils ne doivent pas contenir de breaking change. Et du coup, pour chaque release line, il y a deux branches principales. On a la première branche qui s'appelle v quelque chose.x qui ne bouge pas beaucoup en fait parce qu'elle va changer seulement chaque jour où on va faire une release. On va merger tous les commits de la release dans cette branche. Donc là, le dernier commit qu'on voit, c'est celui de la release de la semaine passée, qui était une release de sécurité. Ça, c'est le commit de release. Et en dessus, on a un commit qu'on fait par-dessus qui incrémente simplement un numéro de version pour, euh, pour préparer la branche pour la release suivante. Ensuite, à côté, on a une autre branche qui s'appelle v12.x-staging qui est basée sur v12.x. Donc le commit qu'on voyait avant sur v12.x, il est ici. Et par-dessus, on va avoir des commits qui sont rajoutés régulièrement. En général, on en rajoute lorsque on a besoin de faire des changements par rapport à master pour des raisons de conflit. Donc il y a des gens qui peuvent ouvrir des pull requests pour corriger les conflits et on va rajouter les commits ici. Ensuite, par-dessus ces commits, on va rajouter tous les autres. C'est ce qu'on va faire ce soir pour préparer la release finale de la prochaine version 12.9. Donc là, je suis dans le projet Node.js sur la branche 12.x staging et je vais juste vérifier qu'on est bon. BC. Ok. Alors je vais commencer par utiliser un outil qui s'appelle BranchDiff qu'on peut trouver sur npm. Ah bah il n'y a pas d'aide. On va aller le chercher là. Donc BranchDiff c'est une petite interface en ligne de commande qui peut être utilisée dans d'autres projets, mais après c'est pas forcément évident parce qu'il faut que les commits aient une certaine façon d'écrire les messages pour que ça fonctionne correctement. Et on l'utilise en fait pour faire une liste de tous les commits qui sont présents, qui sont pas présents dans une branche en la comparant avec une autre. Donc là, moi après en local, j'ai un petit script qui va m'aider à le faire, mais je vais vous le montrer. Donc on va appeler branchdiff avec v12.x staging
on va le comparer à la branche master. Et on va ignorer toutes les pull requests qui ont le label Semver Major, parce que c'est ce label qu'on met sur les pull requests avec des changements potentiellement cassants. On a aussi d'autres labels qui font qui nous permettent d'ignorer certains commits. Là, on aura don't land on v12.x pour des commits qui sont pas forcément cassants, mais on sait que ça ne sert à rien de les avoir dans la nouvelle release, enfin dans une certaine release. Et on a d'autres commits qui nous permettent aussi d'autres labels qui nous permettent d'empêcher un commit d'arriver dans une release. Ensuite, on a moins filter release qui enlève les commits spécifiquement de release. Donc, c'était les commits du type working on ou nouvelle version. Et donc, cette commande-là va générer une liste de SHA qu'on va passer à git cherrypick. Voilà, donc là ça tombe bien parce qu'on est dans un cas particulier. On a un commit qui ne s'applique pas sur cette branche. Et donc il va falloir résoudre le conflit. Alors dans ce cas-là, c'est assez simple. Donc on va aller le regarder. Donc c'est un commit qui a eu lieu il y a 3 jours et qui corrige une erreur qu'il y avait dans le changelog de la version 10. Or là, on est dans la version 12, donc les releases de la version 10 qui sont intervenues après la sortie de la version 12, en fait, elles ne se trouvent pas dans cette branche. Donc c'est pour ça qu'on a un conflit, parce qu'en fait, les lignes qui ont changé là n'existent pas dans la version 12. Donc ici, la bonne chose à faire, c'est d'ignorer ce commit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de la pull request et ajouter le label don't land on v12.x. Et on va mettre aussi v8 parce que ce serait le même problème pour v8. Ensuite, donc je vais skipper ce commit. Et ça continue. Alors, on a un nouveau conflit. Donc ici, le conflit il est au niveau de common.jp. On a vu ici. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans cette pull request là, on a eu un changement au niveau d'une dépendance de node qui s'appelle v8. Et la règle qu'on a quand on fait un changement dans les dépendances, c'est qu'il faut incrémenter, enfin dans cette dépendance là en particulier en fait, c'est qu'il faut incrémenter un numéro de version, un suffixe de version que Node.js ajoute. Ce suffixe, vous pouvez le voir quand vous faites node-p process.version au pluriel. Donc ici on a les versions de Node et des différentes dépendances qu'on a dans Node. Et pour V8, on a ici le numéro de version qui vient de V8 lui-même et on a rajouté ce suffixe au numéro de version. Et ce suffixe est
remis à zéro à chaque fois qu'on fait une upgrade de V8. Et donc c'est très souvent le cas que entre la branche master et une branche de release, on n'aura pas le même numéro ici. Donc ici, la correction, ça va juste être de mettre le numéro correct pour la version actuelle. Donc on était sur .15, du coup on va l'incrémenter à .16. Maintenant je vois qu'il n'y a rien d'autre qui a changé. Ça veut dire que ce changement potentiellement il est déjà dans la version 12. Je vais aller vérifier ça. Ouais, le changement est déjà présent. Donc en fait, ce commit, on va simplement l'ignorer finalement. Ok, donc là, on a terminé la partie cherry pick depuis master. Donc on a 62 nouveaux commits. Je vais commencer tout de suite par vérifier qu'il n'y a pas de problème avec ces commits sur la version 12. Donc je vais builder Node.js avec tout ça. Et en parallèle, on va commencer à écrire le changelog. Mais avant ça, je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise comme référence parce que je connais pas tout par cœur. Et quand on a des nouveaux releasers, il faut aussi leur expliquer tout ce qu'il y a à faire, ce qui n'est pas forcément évident. Donc on a en fait dans le dépôt Node un fichier doc release.md qui contient toutes les étapes à suivre pour préparer une release. Et donc moi j'en suis à l'étape de mise à jour de la branche staging. Et on va passer donc à la suite. Donc maintenant il va falloir créer une branche pour proposer la release. On va mettre à jour le fichier qui contient le numéro de la version. Donc ça va être 12.9.0. Et maintenant on passe à la mise à jour du changelog. Donc pour ça on a un autre outil qui s'appelle changelog maker qui est aussi disponible sur NPM. Donc je vais l'appeler comme ça avec 12.9.0 non 12.8.1, il faut mettre la version précédente ici. Si vous avez des questions en vocal, n'hésitez pas.
c'est pas une mauvaise question. Donc, on a une petite issue en fait avec un calendrier des releases, des prochaines releases. Donc c'est dans ce dépôt là où l'équipe de release s'organise. Et on a ici l'issue release plan v12.x. On prévoit pour les versions current, moi c'est celle-là que je m'occupe le plus. Pour les LTS, il y a beaucoup moins de releases. Et le plan, je sais plus où il est. Je crois qu'il est sur un wiki. Mais pour les versions current, on prévoit une release toutes les 2 semaines à peu près. Et qu'elle soit mineure ou patch. Du coup, en fait, le fait qu'elle soit mineure ou patch, ça dépend uniquement de son contenu et pas de la date de sortie. On attend le calendrier, mis à part pour les releases de sécurité où là on va les sortir dès qu'il le faut. C'est pour ça qu'on a eu une release de sécurité la semaine dernière qui n'était pas qui était pas dans l'agenda au départ. Et donc ouais, on fait ce tableau et celui qui a envie de s'occuper de la release va mettre son nom dessus pour indiquer qu'il va le faire. Ouais, c'est tout à fait approximatif. Ouais. Et donc là, le tableau d'ailleurs, il est prévu jusqu'à la fin de la période current de V12. Et alors je sais pas trop quoi faire. Euh, alors, la question c'était comment savoir quand est-ce qu'on va avoir une nouvelle release. Alors, je vais essayer de trouver comment activer le volume. Ouais, ok, bon, on va continuer. Ouais, du coup, j'ai préparé la liste des commits pour le changelog. J'ai pipe ça dans Gist, qui est un petit outil sympa, qui est écrit en Go, je crois. Et en fait, il crée un nouveau gist sur GitHub avec ce qu'on lui pipe. Ah oui. Donc ça, c'est prêt à être collé dans le fichier changelog qu'on va éditer maintenant. Alors, du coup, on passe à 12.9.0. Ce sera donc la release va avoir lieu demain, donc ce sera le 20. Notable changes, on verra plus tard. Donc là, je colle la liste. Je vais juste enlever ces deux commits là parce qu'ils sont pas utiles. Et voilà. Alors, je pense que là, ok, le build s'est bien passé. On va exécuter les tests maintenant.
y a un autre fichier à changer pour le changelog parce qu'on a pour chaque release en fait on a doc changelogs et un fichier qui correspond à la branche, mais on a aussi le changelog au premier niveau qui est là et qui contient des liens vers les autres changelogs. Donc ici il faut que je rajoute le lien pour 12.9.0. Voilà. Voilà, donc du coup on a update changelog v12. On a écrit le changelog, il faudra voir quels sont les changements notables tout à l'heure. Il reste cette étape-là qui consiste à vérifier si on a des replace me dans la documentation ou des dep 00. Donc on va déjà voir pour replace me. On en a quelques-uns. Donc en fait à chaque fois qu'un changement relativement notable est ajouté à une API, on recommande la personne qui fait la pull request ou quelqu'un après derrière d'ajouter une petite description du changement dans la documentation. D'ailleurs, on va pouvoir avoir un exemple avec celle-ci. Donc sur crypto.privatedecrypt. Voilà. Si c'est présent, en fait, ici au niveau de juste en dessous du titre d'une API, vous allez trouver ce petit bouton History qui permet de voir les changements importants qui ont eu lieu. Et donc c'est replace me ici, c'est au moment où la pull request est créée, on ne sait pas encore dans quelle version le changement va être release, donc on met replace me. Et c'est à celui qui crée la release de remplacer ça par le numéro de version au moment où la release est créée. Donc ici 12.9.0. On va faire le remplacement global. Voilà. Et l'autre chose qu'il faut rechercher, ça arrive moins souvent, c'est le placeholder dep00xx. Que moi je vais plutôt chercher avec dep0. Parce que parfois les gens mettent 3x. Ouais. Donc non, on n'a pas de nouvelle déprécation. Donc c'est dans les cas où une API est dépréciée, c'est un placeholder de ce type-là qui va être ajouté. Normalement, le numéro de déprécation est défini au moment où la pull request est mergée, mais parfois les gens oublient de le faire. Et c'est juste une étape de vérification ici pour pas que ça se retrouve dans la documentation après la release. Voilà, donc là on est prêt à faire le commit de release. Du coup, il va falloir écrire les changements notables. Et une fois que c'est fait, ce sera bon. Donc pour ça, on va prendre la liste de commits. Et regarder un peu ce qu'il y a dans cette release. Donc en général, tout ce qui est Semver Minor, dans ce qui fait qu'on va passer en 12.9.0 et pas en 12.8.2, ce sont des changements notables parce qu'ils ajoutent quelque chose à l'API Node.js ou bien ils mettent à jour une dépendance importante. Et donc il va falloir écrire quelque chose par rapport à ces changements-là. Donc on va commencer par celui-ci, crypto.
Alors ce changement là, je ne le connais pas, donc je vais aller un peu regarder la pull request. D'accord, donc c'est une nouvelle option dans une API existante, qui est d'ailleurs celle qu'on a vue tout à l'heure, je crois. Private decrypt, private public encrypt, et donc qui permet de spécifier la fonction de hachage à utiliser pour une étape de l'algorithme. Alors du coup là le titre du commit n'est pas forcément très parlant. Je vais reprendre cette phrase là. Donc on met une petite phrase ou deux qui explique le changement et on ajoute une référence vers la pull request. D'ailleurs je vais la reprendre ici. Et la personne qui a fait le changement. Voilà. Ensuite, là il y a beaucoup de semver minor et major. D'ailleurs ça c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre, c'est que pas résoudre automatiquement on va dire, parce que les mises à jour de V8 sont en général semver major, on les met toujours semver major parce qu'elles peuvent introduire des changements cassants dans l'API C++, qui est beaucoup utilisé. Et du coup, ici, on a une mise à jour de V8. En fait, elle a été adaptée pour ne pas avoir de changement cassant dans l'API. Mais le label Semver Major est quand même correct au niveau de la pull request. Donc il va falloir changer ça à la main ici pour mettre minor à la place. Oups. Donc là, il y a quelque chose d'étrange. Parce que ces commits-là, doc, errors, fs, ils font pas partie de la mise à jour de V8. Normalement, on ne devrait pas les avoir ici. Je vais vérifier ça après. Ah non, mais c'est parce que je suis descendu trop loin. Parce qu'en fait, les Semver Major qu'on voit ici, c'est ceux qui ont été mis dans la version 12.0.0, donc c'est tout à fait normal qu'ils soient Major. Et moi, je dois m'arrêter à la release actuelle. Je vais enlever le preview pour l'instant. Donc, j'en étais où?
December minor. Voilà. Ah, c'est fini en fait. Ok. Donc ça c'est un changement tout à fait notable. Du coup, depth. Alors quelle était la version? Voilà. Donc 7.6.303.29. Pour expliquer un petit peu ce qu'il y a dans cette nouvelle version, en général je vais sur le blog de V8, parce qu'à chaque nouvelle version ils font un petit billet de blog qui explique les changements notables. Donc dans la version 7.6, on a une amélioration de performance pour JSON.parse. Des améliorations de performance sur les objets frozen, donc sur lesquels on a appelé object.freeze, je suppose. Une optimisation pour la conversion des chaînes de caractères vers l'Unicode. Donc une amélioration de performance pour local compare, normalize et certaines API INTL. On a aussi une nouvelle feature JavaScript, promise.allSettled. Donc pour ceux qui savent pas, qui ne sont pas au courant de cette feature là, promise.allSettled, ça va être quelque chose qui ressemble un peu à promise.all. Donc il faut lui passer un itérable. Et là, pour l'exemple, on va mettre une promesse qui résolve et une autre qui reject. C'est ici qu'il manque une... Où est-ce que j'ai oublié une parenthèse? Voilà, merci. Ouais, et on va mettre un promise.all pour voir la différence. Donc on voit que promise.all a en fait rejeté. Donc là j'ai pas mis de point catch. Mais voilà, donc on a une erreur ici qui fait que tout le promise.all va rejeter. Donc on n'a aucune idée du résultat de la première promesse ici. Et donc c'est pour cela que AllSettled a été créé. C'est pour permettre d'avoir tous les résultats, qu'ils soient des résolutions, des succès ou des réjections. Donc en fait, AllSettled va, je crois, toujours resolve. Donc il ne va pas rejeter. Et ce qu'on va avoir, c'est un tableau
d'objets qui contiennent soit un objet avec status fulfilled, et du coup la valeur, soit avec status rejected, et la raison. Donc tout ce qui est rejeté se retrouve avec fulfilled, et, tout ce qui est rejeté se retrouve avec rejected, et tout ce qui est pas rejeté se retrouve avec fulfilled. Et ensuite, donc dans le code, on peut aller analyser tous les résultats. Donc ça, ça sera disponible dans Node.js 12.9 du coup. Ensuite, donc un support de begint avec la méthode toLocalString. Et pareil pour number format. Des améliorations d'API concernant les dates. Et ok, ça semble être une amélioration au niveau du debugging natif sur Windows. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Je pense que là, je vais résumer un ou deux changements qui me semblent importants et puis mettre un lien vers le blog. Alors, donc on va juste mettre le lien vers la pull request avant. Donc, je vais directement mettre le lien fort. Donc, je vais mettre une phrase générique qui dit qu'on améliore la performance de différentes fonctions ou API. Ah, c'était pas frozen objects, c'était frozen arrays. Ok. Serialization per percent. Ici on a un lien. Est-ce qu'on a un lien MDN? All settled. Ouais. Je vais prendre ça. Et on va mettre une phrase qui parle de tout ce qui est INTL. Donc
me semble. Ah, pardon, non, t'as raison. On me dit que ce n'est pas sur le prototype, ce qui est correct. Promise.all settled. Et improves. Je sais pas trop quoi mettre là. Improves. INTL. Improve support. Of begint in INTL methods. INTL. Ouais. Ok, donc ça c'était pour la mise à jour de V8. Est-ce qu'on a d'autres changements mineurs? Tout ça c'est V8. On en a encore un là. Donc c'est une nouvelle méthode sur FS. Donc qui permet apparemment d'écrire dans un fichier à partir d'un tableau de buffer. On a la version sync, ok. Donc on va mettre quelque chose pour ça. Write V. C'était pas buffer le terme utilisé dans la documentation. Rebuffer view. Voilà. Et j'en avais vu encore un autre plus loin. HTTP. HTTP stream. Ces deux-là vont être un peu liés, je pense. Et on aura encore readline. C'est tout. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, donc on a deux nouvelles propriétés dans HTTP, dans la requête HTTP, et une nouvelle propriété dans la réponse. Alors ce writable finish, on le trouve ailleurs. HTTP HTTP2 stream. Ok, donc c'est bien.
Writable ended qui a été ajouté. Finished existait déjà. D'accord, donc tous les streams de type writable ont cette nouvelle propriété, writable ended. This property does not indicate whether the data has been flushed for this use. Ok. Donc on va juste dire ça. Its value is set to true. After writable.end has been called. Voilà. Et l'autre, donc ici on va avoir trois nouvelles propriétés sur outgoingMessage.prototype. Ce outgoingMessage, c'est la classe utilisée pour la réponse. Donc dans un serveur HTTP, lorsque vous recevez une requête, vous avez deux paramètres dans le listener. Vous avez le premier paramètre qui est la requête, le deuxième qui représente la réponse, et la réponse est une instance de outgoingMessage. Par contre, ça n'a pas été documenté, ça. Bon. Le titre était... Ok, et donc le dernier changement mineur, c'est celui-ci. Bon, je pense pas qu'il soit particulièrement notable. C'est un paramètre qui devient optionnel. Ok, on va pas le mettre celui-là. Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est de regarder un peu rapidement la liste des commits pour voir s'il n'y a rien de particulier, d'autres peut-être choses à noter. Donc tout ce qui est build, en général, ça n'a pas d'implication sur les utilisateurs. Refactor. Ouais, on a une mise à jour de l'ebook, donc ça, je vais la noter.
plus elle a des notable changes que je peux copier. Donc 1.31.0. Voilà. Alors ensuite, la documentation en général c'est pas notable. Non, pour moi c'est bon, je pense qu'on a noté tout ce qui était important. Donc là je m'adresse à ceux qui sont en vocal. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Donc là on est prêt à faire l'étape suivante qui est d'ouvrir la pull request pour cette release. En fait on est presque à la fin. Ok. Donc je vais repasser au guide. On en est là, donc j'ai fait les changements dans changelog V12, dans notre version, j'ai remplacé tous les replace me. Il faut maintenant faire le commit pour ça, avec le format qui est écrit ici, donc je vais faire ça comme ça. Peut-être vérifier un peu les changements là. Ouais. 12.9. Ok. Du coup, ça va être 2019 0820 version 12.9.0 current. Ici, je vais copier les notable changes qu'on vient d'écrire. C'est un peu bizarre là, ce qui se passe. Je vais essayer de passer par VS Code plutôt. Donc,
Donc 2019 0820. Ça a l'air mieux. Ici on prépare pour mettre le numéro de la pull request. Et en général j'essaie de deviner, comme ça j'ai pas besoin de remettre à jour le commit. Donc on va regarder la pull request la plus récente. « 29208. Est-ce qu'il n'y a pas une issue plus récente que ça? Non. Donc, espérons que ce sera 29209. Ok. Ah, je peux pas. Je sais pas comment faire la signature GPG depuis VS Code. Sinon, je vais essayer de nouveau avec Vim. Dans Settings. Ok. Mais le problème, c'est qu'il me demande pas le mot de passe. Je vais essayer de le refaire avec Vim. Ah, c'est mieux cette fois. Ok. Voilà, donc maintenant je vais envoyer cette branche sur GitHub. Pourquoi j'ai pas de... J'ai pas la barre du bas, qu'est-ce qui se passe? Bon. Ah oui, juste. Je vais fermer Steam. C'est pareil pour le push. V. Ok, alors on a oublié de vérifier si les tests passaient. Bon, on voit que c'est pas le cas. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? « 905. Ah d'accord, il y a un petit souci là. Compiled. Il faut juste enlever ça.
C'est un bug. En fait, c'est un bug que j'ai introduit tout à l'heure parce que j'ai résolu un conflit, mais je me suis trompé apparemment. Mais c'était avant. Je l'ai fait avant de démarrer le stream. Ouais, on va juste retrouver le commit. Blame. C'est ce commit là, je crois. Ouais. Il est où le fix-up? Pourquoi il l'a pas détecté? Ah, c'est déjà sur staging ça. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il y avait S-Code qui a fait un truc pendant qu'il travaillait. Ok, bon, on va vérifier que les tests passent maintenant. Donc ensuite, ce qui va nous rester à faire... Donc on a créé le commit. Il va nous rester à ouvrir la pull request sur GitHub et à démarrer différents jobs dans le CI pour vérifier que tout va bien. Et ce sera fini pour ce soir. Après, il faut laisser la pull request ouverte pendant un moment. Donc là, moi, je vais la laisser jusqu'à demain après-midi, je pense. Voir si personne ne voit de problème. Et s'il n'y a pas de problème, il faudra suivre les étapes qui suivent ici, qui consistent à builder les releases. Donc pour ça, on a un CI qui est dédié à ça, qui s'appelle CI Release. Enfin, le site web, c'est cirelease.node.js.org. Une fois que ça c'est terminé, il y a quelques étapes à faire dans la ligne de commande. Il faut créer un tag signé. Il faut pousser le tag sur GitHub. Il faut créer le commit qui prépare la prochaine release, donc qui s'appellera Working on 12.9.1. Il faut générer le blog post. Il y a une commande qui permet de faire ça à partir du changelog. Et il faut signer, une fois que le build de la release est terminé, il faut exécuter un script qui va aller chercher tous les fichiers, générer les checksums et les signer avec ma clé GPG. Et finalement les déplacer dans le dossier distant qui sera ensuite accessible sur le site web.
Et c'est à peu près tout. Et finir par créer la release au niveau de GitHub. Là c'est tout simple, il faut juste aller sur la page de création, copier-coller le changelog et c'est bon. Donc là on est presque au bout des tests. Donc vous voyez que la release de Node c'est extrêmement manuel, trop à mon goût. Il y a beaucoup de recherches, il faut être au courant un peu de tout ce qui a eu lieu sur master pour comprendre les changements, pour savoir s'ils s'appliquent ou pas à la branche. Avec la branche current, ça va pour cette partie-là parce qu'on prend en général tous les changements, sauf s'ils sont breaking, donc c'est quasiment tous les changements. Il y en a très peu qu'on doit exclure. Mais pour ceux qui s'occupent des releases LTS, c'est beaucoup plus compliqué de choisir les commits à prendre ou pas. J'ai pas corrigé le son, mais je poserai ta question, je répéterai ta question. Ouais, écoute, je vais ouvrir la pull request puis je vais essayer de régler ce problème de son. Parce qu'après, voilà, ceux qui veulent. Donc, ce qu'il va faire, Romain, c'est qu'il va essayer de synthétiser tout ce que j'ai fait, voir si, s'il a bien compris. Mais avant, il faut que j'arrive à faire passer son son sur le stream. Voilà, donc les tests ont tous passé, donc ça c'est bon, je vais repousser la branche. Euh, Upstream. Alors, la GitHub est toujours ultra lent parce qu'en fait, cette fois, il plante carrément. Et il essaye de comparer cette branche-là avec master, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut la comparer avec v12.x. Là, je vais coller le changelog. Je vais notifier tout le monde. L'ID de. Ah non. Il y a quelqu'un qui a ouvert quelque chose entre temps. On dirait 29210. C'est quoi le 29209? Il n'existe pas. Bon, là je vois pas trop ce qui s'est passé. Apparemment le 29209 n'existe pas, mais c'est pas ce que GitHub a décidé d'assigner à ma pull request. Du coup, bah, il va falloir mettre à jour ce commit message. 29200
10. Alors, CC, collaborateur, releaser, releaser, TSC. Et le dernier truc, donc démarrer le CI. Ici, on va démarrer 3 jobs. Le premier, c'est celui qu'on fait pour toutes les pull requests, qui s'appelle node test pull request. Il faut juste le pull request ID. Tac. Et ça va build et tester Node.js sur toutes les plateformes qui sont supportées. Donc on a FreeBSD, on a toutes sortes de Linux, de distributions Linux, on a macOS, on a PLinux, je crois que c'est PowerPC, IBM donc. SmartOS qui est un OS que je connais pas trop, qui est basé sur Solaris je crois. On a Windows, on a des tests dans des conteneurs Docker. On a ARM, je crois que c'est ARM V8, non ARM V7 ici, pour Node 12. Je crois qu'il y a aussi ARM V8 mais c'est ailleurs. Linux One c'est aussi une plateforme IBM, AIX c'est une troisième plateforme IBM. Et ARMFand c'est un job qui exécute, enfin qui build Node sur, je sais plus trop sur quoi, puis ensuite il l'exécute sur des Raspberry Pi pour voir que ça fonctionne bien sur les Raspberry Pi. Mais ça prendrait des heures et des heures à builder sur Raspberry Pi, donc c'est buildé sur un Linux normal. C'est une cross compilation qui est faite. Alors on me demande qu'est-ce que ça veut dire quand les flèches sont rouges. En fait, si là, les flèches rouges indiquent que ce job-là, la dernière fois qu'il a été exécuté, il a fail. Donc, on voit que là, la dernière exécution qui est terminée, c'était celle-ci. Elle est rouge. Et donc on voit les flèches en rouge. Ça indique rien pour l'exécution actuelle. Et le fait qu'elle tourne, bah, ça veut dire que c'est encore en cours d'exécution. Donc on utilise Jenkins, hein, si vous n'avez pas remarqué. Et voilà, donc ça va prendre une bonne heure. Mais on n'a pas besoin de rester là. Ensuite, on a eu une mise à jour de V8. Donc pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci avec V8, on a un job dédié à ça qui va exécuter les tests unitaires de V8, du projet V8. Donc là, je le démarre. Et le dernier qu'il faut démarrer pour une release, c'est CITGM pour Canary in the Gold Mine. Ce job-là, il consiste en fait à prendre la pull request ou la version de Node qu'on veut tester et à exécuter les tests de différents modules de l'écosystème. Donc en fait, on a une liste de modules qui sont plus ou moins populaires, qui ont énormément de téléchargements ou bien qui utilisent certaines API particulières de Node.js. Donc le but c'est vraiment de couvrir l'écosystème et les API de Node. Et donc on va exécuter tous les tests de tous ces modules. Et s'il y en a qui ne passent pas, potentiellement c'est peut-être à cause d'un problème dans la release. Alors en général ça fail, il y a toujours des tests qui fail soit parce que le module en question il a fait une release alors que ses tests passaient pas, ou bien il y a des soucis avec certaines plateformes. Mais
il n'y en a pas trop qui fail et il va falloir regarder les différentes erreurs qu'on a et déterminer si elles sont à cause de la release qu'on prépare ou si elles sont attendues ou pas. Et là, je vois qu'il y en a déjà 3 en attente, donc celui-là, ça va prendre un bon moment avant qu'il soit exécuté. C'est 67. Ouais. Ok, donc là, pour le test pull request, on a notre bot qui détecte automatiquement le démarrage des tests et qui met un message, mais pour les autres, il faut que je mette les liens manuellement. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que tous ces tests soient passés, que 2 ou 3 personnes aient vérifié cette release et confirmé que tout est bon. Et demain, je ferai le reste des étapes pour terminer la release. Donc si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. J'ai le chat sous les yeux. D'ailleurs, je peux le mettre là pour ceux qui sont pas sur Twitch. Et je vais essayer de régler le problème de volume. Ouais, vous pouvez accéder au Jenkins, le CI normal. Le CI release, il est réservé à ceux qui font les releases. Mais vous avez tout le monde, n'importe qui a un accès en lecture au Jenkins habituel, ouais, pour les tests. Alors si je mets ça, est-ce que tu peux parler, Romain? Oui, bonsoir. Ouais, là je crois que c'est bon, ils vont t'entendre. Tu crois? Oui, parce que je vois le curseur Ah bouger. oui, je m'entends parler dans ton stream, ça veut dire que ça fonctionne. Magnifique. Alors, on entend. Ouh. Alors, merci déjà, hein, c'était super intéressant. Et vu qu'il y a une tonne d'informations ultra intéressantes que tu nous as données, je voulais bien synthétiser par rapport à ce que moi j'ai compris. Et n'hésite pas à couper du coup si je dis des conneries, choses fausses, quoi, Ouais, pour vérifier d'accord. si j'ai pas compris, quoi. Je vais mettre du principe que je suis un contributeur qui a trouvé une issue et qui fait une pull request. Donc, si j'ai bien compris, je dois faire une pull request qui va. Alors, je sens déjà que je vais dire faux, mais qui doit target master, c'est ça? Ouais, c'est juste. Ok. Et une fois que ma pull request est acceptée, entre guillemets, elle va être fermée. Et après, ça va être mis dans une autre branche, automatiquement par les contributeurs, c'est ça? Euh, alors elle va être fermée, elle va d'abord être mise dans master, Ok, immédiatement, donc au moment elle où va elle est être. fermée. Ok, donc en fait, en la fermant, ça fait comme en merge, mais c'est pas fait via GitHub, quoi. Ouais, alors on n'utilise pas GitHub parce que il faut qu'on ajoute des métadonnées dans le message de commit. Ok. Et Et- bon, enfin toute la procédure qui existe depuis avant que GitHub permette de faire des squash depuis l'interface et ce genre de trucs. La procédure fait qu'on est obligé de prendre le commit et de le mettre dans master à la main. Enfin, un contributeur va le faire, va ouvrir sa console et faire les commandes git et puis pousser master. Ok. Et du coup, GitHub détecte pas ça comme un merge.
Ce qui fait Ouais, que il faut fermer la pull request. Donc là, je peux montrer un exemple hein, d'une pull request qui a déjà été fermée. Alors après, il y en a qui sont merged, et ça c'est parce que c'est un contributeur qui a ouvert la pull request, et lui il peut merge sa propre pull request. parce Enfin, que le commit il est, contrôle est sa juste. branche. Ouais, Ouais, il ok. l'écrit correctement. Ouais. Mais donc là, on va prendre voilà, celui-là. Bah, j'espère Ok, non, c'est un mauvais exemple parce qu'on l'a pas merge celui-là. Alors celui-là. Voilà, donc là on a un first time contributor, donc quelqu'un qui a jamais contribué avant. Je tombe encore sur un mauvais exemple. Attends, je vais faire autrement. Je vais aller dans la branche master et je vais prendre un des commits récents. Voilà, celui-là. Bon, c'est un peu particulier celui-là parce que celui qui a fait le commit à la base, c'est pas celui qui a ouvert la pull request, mais bon, c'est pas très grave. Non, je vais en prendre un autre quand même. Ça, Non, c'est mais parce l'effet que démo. ça m'énerve. L'effet démo. L'effet démo. Trois exemples, choisis trois Celui- exemples qui ne fonctionnent pas. trois exceptions. Allez, pourquoi c'est lent là? Ok, donc là on a un contributeur qui a ouvert une pull request. Elle a été fermée. Donc ouais, ça s'est passé comme dans la plupart des projets sur GitHub jusqu'au moment où on a merge. Donc il a ouvert sa pull request, on a eu des reviews, des commentaires, il a fait des changements jusqu'au moment où c'était ready. À ce moment-là, quelqu'un a lancé les tests sur le CI, les tests qui ont passé, je suppose. On Il a peut copié cliquer un dessus pour seul. vérifier. Ouais, donc c'est yellow. C'est souvent yellow parce qu'on a certains tests qui passent pas tout le temps et on sait pas trop pourquoi, mais C'est les flaky c'est tests. ce qu'on appelle les flaky tests. Ouais, ça arrive beaucoup avec Windows. C'est les tests, tu relances trois fois, mais une fois sur trois, ils fonctionnent, quoi. Ouais. Ouais. Donc les tests ont passé et voilà, donc Trot a fait le push sur master. Et donc après, il ferme la pull request en mettant landed in avec le commit ID, avec la référence vers le commit. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe en général. Yes. Et du coup, juste avant ça, il y a des tags qui sont mis, des labels qui sont mis à la PR. Et ces labels, tous ces labels en fait que vous mettez, vous les utilisez pas que dans GitHub, du coup pour vos repères, mais vous les utilisez aussi pour automatiser la gestion du changelog et des cherry picks. Tout à fait, ouais. C'est surtout les labels Semver Major, Semver Minor qui sont utilisés pour le changelog. Ouais. Et en Et du plus coup, les don't land on si on sait qu'on veut pas avoir un certain commit. oui. Du coup, si j'ai bien compris pour tout ce qui est release, en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu es dans une branche qui est l'ancienne version, avec un commit en plus qui nous dit que ça travaille sur la nouvelle version, et tu vas cherry pick automatiquement justement toutes les commits, enfin les pull requests qui ont été merge à la main par rapport à ces labels. Donc s'il y a une pull request qui n'a pas un bon label, par exemple, tu la prendras pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment GitHub, c'est juste pour en fait enfin pour discuter, mais c'est vous utilisez vraiment un truc spécifique qui serait, je pense, overkill pour la plupart des projets, mais qui du coup vous permet d'être très précis dans chaque release. Et au final, avec ces labels, ça vous permet d'être très ordonné et puis en fait ouais, c'est vraiment que du cherry pick quoi, les licences. C'est pas comme on ferait d'habitude, ben voilà, master, ça devient la nouvelle release et puis basta quoi. C'est vraiment Ouais, on c'est cherry ça. pick chaque commit. Ok. Tous les commits sont cherry pick. Il n'y a aucun merge commit sur les branches de release. Et sur master non plus d'ailleurs, on fait pas de merge. Ok, et puis du coup, bah là, tu as ta branche après, tu génères le changelog avec le script changelog maker, tu l'augmentes un peu, on va dire ça comme ça, en mettant les changes notables, et puis là, tu ouvres ta PR, quoi, au final. Et ta PR est basée sur ta nouvelle branche, qui est la proposal. Oui. Et Ok, je peux expliquer aussi que pourquoi est-ce que j'ai mis ce PR URL à la fin, parce qu'en fait tous les commits qui arrivent sur master et du coup aussi sur les autres branches de release
ils ont au minimum l'URL de la pull request qui a amené ce commit. Et en général, donc l'exception en fait c'est les releases, mais tous les autres commits ils ont des lignes avec reviewed by qui contiennent les personnes qui ont approuvé la pull request. Les personnes à blâmer si ça fonctionne pas. Ouais. Ok. Et donc là, l'exception en fait, enfin, en général, ces metadata là, elles sont ajoutées au moment où on push sur master, enfin juste avant de push sur master. Le truc c'est que pour la release, là je l'ai déjà mise, la PRURL, parce qu'en Mhm. fait c'est très important que le commit ID qu'on a ici là, donc 7873 788, enfin ça c'était pour la semaine dernière, mais que ce commit ID ne change pas entre le proposal et le moment où la release est faite, quoi, est buildée. Ça doit être le même à partir du moment où le proposal est prêt à être release. Et puis quand tu fais en force push, ça change le numéro de commit. Alors, bah, quand tu fais un force push, pas vraiment, mais quand tu modifies le message du commit, oui. Ok. Ok. Ouais, le hash fait. Le message fait partie du hash. Ok. Et puis du coup, ta branche, donc c'est 12x proposal, et ça sera merge dans 12x, c'est ça? Oui, ça sera Et merge vous tel gardez. quel, et donc Ouais. le commit qui est tout en haut de cette branche proposal, 12.9. Ah, faut que je recharge la page. Voilà, donc ce commit là, c'est pareil, c'est un peu comme je viens de dire avant, son ID ici, dans 12.x, il doit être le même, il doit pas changer. Ok. Donc Voilà. Tu as répondu à là, on mon va autre faire un question. vrai merge en fait. Mais on va faire un merge qui est de type Ouais. fast forward, Ouais. Parce qu'il n'y a pas de changement parce entre qu'il n'y a deux. pas de changement par rapport à. Enfin, on est basé directement sur 12.x en fait. Voilà. Et puis vous gardez bah, chaque branche, comme on a pu voir de chaque release, vous la gardez. C'est-à-dire, cette branche-là, la branche proposal, je vais la supprimer à la fin, Ouais, quand mais la release sera faite. il y aura la branche release, c'est ça? Le même dash release Alors, qu'on a vu dans la le. branche release, c'est 12.x. Ok. Ouais. Et Ça, du c'est une coup, branche qui est protégée, on n'a ouais. pas le droit de force push dessus. Et d'ailleurs, je peux vous montrer le setting qu'on a mis. 12.x, donc on est sur ça. Voilà, on a. Donc elle est protégée sur GitHub, donc par défaut, toutes les branches protégées ne peuvent pas, c'est écrit là, on ne peut pas faire de force push. Et en plus, on a restreint seulement l'équipe de release. Donc en fait, il n'y a que 10 personnes dans l'organisation Node.js qui ont le droit de pousser des commits sur v12.x. Et bah, j'ai une dernière question en fait, c'est que du coup, vu que ça travaille qu'avec des cherry pick, en fait, l'ordre des bon l'ordre normalement il change pas. Je sais pas s'il change l'ordre des commits quand tu cherry pick, mais ça veut dire que euh, dans une major release qui elle reprend master, c'est ça? Ouais, la major release, elle est branchée depuis master un mois avant la release. Je veux dire, ça sera pendant le mois de septembre, on va créer v13.x. Ouais, qui Et elle prend master. donc là, on aura master, ouais, comme base. Et à partir du moment où on aura créé v13.x, là, ce sera des cherry pick. Ok, donc après tout ce qui est merge sur master, bah, ce sera pas forcément la 13 ou si quand même. Euh, Pas forcément. Voilà, on a une petite période, je crois que c'est jusqu'à 2 semaines avant la release où on peut encore cherry pick des Encore pas. changements Ok. majeurs. Mais normalement, les changements majeurs, à partir du moment où on a créé la branche, ils iront pas dans V13. Ok. Ok, donc là, bah, ça prendrait, imaginons qu'on a dans ta V12.9, là, on va dire que tu as des commits de 1 à 10, tu les as tous pris sauf le 5. Par contre, quand tu passeras à la 13, ben, le 5, il sera inclus dedans, parce que ça viendrait de master et il est déjà dans master. Ouais, Ok, c'est ok. juste.
Ok, bah pour moi c'est bon, en tout cas je crois avoir compris. On verra demain si je me souviens de tout. Pas d'autres, Ok, j'ai pas bon, il d'autres n'y a pas eu questions en de tout cas. questions sur Twitch. Y a encore des autres gens connectés là sur Discord? Oui, il y a encore Xavier et Thio. Yes, je suis là. Pas de questions ou de remarques? Non, c'est bon. Ok, bah alors, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Eh ben, merci beaucoup, c'était super intéressant en tout cas, parce que c'est pas une façon de travailler qu'on a forcément l'habitude. C'est plutôt, tu vois, genre branche, tu merges dans master et puis master ça part en prod quoi. Là Ouais, effectivement. c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment différent, puis c'est en projet à très grande échelle en fait, donc ça peut donner des idées à ceux Ouais. qui font de la gestion de projet à grande échelle justement. Et voilà, après il y a Thio qui dit qu'il s'attendait à ce que ce soit plus automatisé. Et je peux dire que moi aussi, je m'attendais à ce que ce soit plus automatisé quand je suis arrivé dans l'équipe de release. Et j'ai déjà contribué à quelques améliorations pour l'automatisation, mais je pense qu'il y a encore du boulot à faire pour ça. Mais après, comme les releases sont pas si souvent que ça, faut pas non, enfin faut avoir du temps quoi, à consacrer à automatiser ça. Ouais. Mais bon, tu peux pas tout automatiser non plus, hein. Il y a quand même pas mal de trucs où il faut une intervention humaine. Ouais. Et c'est important qu'il y ait un humain qui vérifie ce qui a été fait, ouais, qui est pas que tous ces commits là ils arrivent pas sans avoir eu quelqu'un pour les lire, pour être sûr que qu'on n'introduit pas des, enfin pour être sûr autant que possible qu'on n'introduit pas des breaking change sans le vouloir. Tout à fait. Mais ça arrive que vous ayez des commits qui introduisent des bugs, en fait. Pas forcément des breaking change, mais des bugs. Ou c'est trié avant. Alors, qui introduisent des bugs dans Node.js, enfin ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire. C'est déjà arrivé que des librairies soient, enfin ou des utilisateurs externes soient impactés par un changement et que c'était pas voulu. Et dans ce cas-là, en général, on trouve assez vite le problème et on fait une release de patch dans les jours qui suivent, Ok, si ouais. c'est très important. Parce qu'on peut pas tout vérifier. Donc on a Canary in the Goldmine, je ne sais pas exactement combien de packages on teste, mais le gros souci avec ça, c'est qu'on teste des librairies, on teste pas des applications. Et souvent, les applications, elles sont pas du tout écrites de la même façon que les librairies. Elles utilisent pas les mêmes API. Ouais, puis après, il y a aussi le fait que vous êtes. Enfin, vous avez pas le contrôle sur les tests des librairies. Non, on n'a pas non plus le contrôle sur les tests des librairies. Après, on peut leur, c'est toutes les librairies open source, donc on peut Tout à fait. contribuer à leurs tests. Bon, je sais pas combien il y a de lignes à peu près, on va dire 4 en moyenne par package. Donc je sais pas. Ouais. Ouais, vous avez quand même quelques On packages, quoi. a, on a ouais, plus d'une centaine de packages open source qui sont testés. Faut ajouter Euh, à donner. voilà, on a des trucs comme Lodash, je sais pas, Express. Non, on n'a pas Express lui-même. Ah si, ouais, on a Express. Ah, il manque des petits Je sais Adonis là. pas. Écoute, bah, si vous avez des packages précis qui utilisent, je veux dire, c'est assez important tout ce qui est HTTP et dans ce genre-là de package, on n'a pas grand-chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et ouais, Je sais pas s'il y a pas d'autres. s'il y a des packages qui Sur sont NPR. publiés sur NPM, qui sont et dont les tests passent, si on les exécute sur master, pardon, pas sur master justement. Si on prend une release, la dernière release, et qu'on peut faire npm test ou yarn test, bah, pourquoi pas, hein. Si vous voulez ajouter, si vous pensez à des packages qui sont importants et qui sont pas dans cette liste et que vous voudriez les ajouter, c'est décrit, je crois, dans contributing, ce qu'il faut faire. Ouais, submitting module. Donc, il faut juste vérifier ces trucs-là. Il y a quelques hard requirements, donc c'est des trucs obligatoires pour que le package puisse être accepté. Mhm. Et après, il faut un de ceux-là,
au minimum. Donc ouais, beaucoup d'utilisation, beaucoup dépendants de beaucoup d'autres packages, ou bien qui utilisent des API moins bien testées que d'autres. Ok, Voilà. bah peut-être dans la journée de demain, il y aura N'hésite pas. une PR. Ok, bah alors je vais arrêter le record et le stream. Il faut attendre 10 secondes après les au revoir, sinon ça coupe en plein milieu. D'accord. Alors merci à tous ceux qui étaient là et à une prochaine. Merci.